contraintes résultant des DMA et DSA. Cela n'empêche pas la prise en compte de la problématique de la protection des données personnelles par les autorités de concurrence. Très récemment, en juillet dernier, dans l'affaire Meta Bundeskartellamt, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une autorité nationale de concurrence d'un État membre pouvait constater une violation du RGPD pour caractériser un abus de position dominante. L'essor des préoccupations environnementales, enfin, a conduit les pouvoirs publics à la production de normes toujours plus strictes pour orienter les comportements des acteurs économiques dans le sens d'une plus grande protection de l'environnement, avec notamment à l'échelle européenne le Green Deal. L'inflation réglementaire dans le domaine a été telle que le président français, Emmanuel Macron, a appelé en mai dernier à une pause réglementaire européenne afin de permettre à l'industrie de s'adapter aux nouveaux standards du Green Deal. En parallèle, les autorités de concurrence intègrent l'objectif de protection de l'environnement. La Commission européenne a introduit en juin dernier notamment de nouvelles lignes directrices sur les restrictions horizontales qui intègrent un tout nouveau chapitre consacré aux accords de durabilité, visant à s'assurer que les règles applicables aux pratiques anticoncurrentielles n'entraveront pas les accords entre concurrents qui poursuivent un objectif de développement durable. En France, l'autorité de la concurrence pointe également dans son rapport 2021 le développement durable comme une de ses préoccupations majeures. Ces réflexions mettent en lumière les défis liés à l'intégration de l'environnement et au développement durable en tant que nouveaux paramètres de l'analyse concurrentielle, mais posent aussi la question des outils du droit de la concurrence pour intégrer ces objectifs. La prise en compte des nouveaux enjeux par le droit de la concurrence pose des questions de principe extrêmement importantes. Jusqu'où l'expansion du droit de la concurrence peut-elle et doit-elle aller ? Cette expansion ne risque-t-elle pas de générer des contradictions, des problèmes de hiérarchisation avec les régulations sectorielles qui sont adoptées par ailleurs ? Si le droit de la concurrence doit poursuivre de nouveaux objectifs, comment mettre en place des outils efficaces et adaptés d'analyse qui puissent prendre en compte ces enjeux pour les autorités de concurrence ? Pour aborder tous ces sujets aujourd'hui, Antoine Chapsal, et Antoine, je suis très contente d'avoir à mes côtés, et moi avons l'immense chance d'avoir des intervenants exceptionnels. Philippe Paillon, vous êtes économiste, professeur au Collège de France, à l'ELSI, à l'École des communes de Paris, à l'INSEAD. Je présentais tout à l'heure en disant que je ne sais pas, vous n'êtes pas professeur. Et vous êtes un immense expert des sujets qui nous intéressent aujourd'hui, en particulier l'innovation et la croissance, mais également l'environnement sur lequel vous avez beaucoup écrit. Antoine Chapsal nous en dira un peu plus sur vous et sur votre carrière ce soir. Olivier Garçon, directeur général de la Direction générale de la concurrence et de la Commission européenne, c'est très long aussi. Vous avez occupé de nombreux postes au sein des institutions européennes qui vous ont permis d'explorer différents thèmes liés bien sûr à la concurrence, mais plus généralement à la politique économique menée au sein de l'Union européenne. Et Benoît Cœuré, votre expérience en tant qu'économiste, notamment à la Direction générale du Trésor, l'INSEE, la Banque centrale européenne, vous a donné une connaissance approfondie de la politique économique française et européenne avant de devenir président de l'autorité de la concurrence française en 2022. Antoine, je te laisse la parole si tu veux bien pour entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup Séverine, effectivement très heureux de modérer avec toi ce panel, avec des intervenants aussi impressionnants. Donc le mieux est de commencer tout de suite par une question simple. Est-ce qu'il faut étendre le domaine de la politique de la concurrence à l'innovation, l'environnement et la protection des données personnelles ? En fait, d'un point de vue économique, on pourrait considérer que ces thématiques relèvent de la politique de la concurrence parce qu'elles sont susceptibles d'affecter la demande et donc le surplus du consommateur. Donc la question, de manière un peu plus précise, serait de se demander si la politique de la concurrence doit considérer l'innovation, l'environnement et la protection de la vie privée seulement par le prisme du bien-être du consommateur ou comme des nouveaux objectifs, des objectifs indépendants, sociaux ou politiques. Donc peut-être Philippe Paillon, vous voulez commencer sur ce point et puis on écoutera ensuite Olivier Garçon et Benoît Cœuré. Oui, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Donc là, je vais m'exprimer en français dans ce panel et puis ma présentation, je la ferai en anglais, voilà, tout à l'heure. Donc en fait, donc moi je suis, mon domaine de recherche c'est l'économie de l'innovation et de la croissance. Et ce que j'ai fait, enfin j'en reparlerai tout à l'heure, c'est de construire ce qu'on appelle maintenant le paradigme schumpeterien, le modèle de croissance schumpeterien, qui a remplacé les modèles de croissance basés sur l'accumulation de capital. Les modèles dont je parle moi, c'est des modèles où la croissance résulte de l'innovation de manière fondamentale. D'accord. Donc en fait, une des choses qui est importante, c'est qu'on s'est rendu compte que, eh bien, il y avait une relation plutôt positive entre concurrence et innovation, ou concurrence et croissance de la productivité sur des données d'entreprise dans les années 90, et on ne pouvait pas vraiment l'expliquer. Et en fait, on l'explique de la manière suivante, c'est-à-dire de dire, voilà, imaginez que vous êtes une classe
voilà, et que vous êtes tous aussi bons et tous aussi intelligents, mais mettons qu'il y en a qui sont un peu meilleurs que d'autres. Donc vous avez la tête de classe et la queue de classe, d'accord? Et puis tout d'un coup, j'ouvre la porte, qui est déjà ouverte d'ailleurs, et j'introduis un bon étudiant. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la tête de classe va travailler plus dur pour rester tête de classe. Et la queue de classe qui est déjà découragée, elle va être encore plus découragée. Mais il en va de même pour l'innovation, la concurrence et l'innovation. Quand je fais rentrer quelqu'un de très bon, j'augmente la concurrence. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que ceux qui sont en tête, les entreprises frontières, les entreprises qui sont à la frontière technologique, ils vont innover encore plus pour demeurer la frontière technologique. Ils vont donc innover pour échapper à la concurrence avec les nouveaux entrants. Donc il y a cet effet très fort de escape competition effect qui crée cette relation positive entre la concurrence et l'innovation, la concurrence et la croissance de la productivité. Mais d'un autre côté, ceux qui sont derrière, eux, ils vont être découragés. Il y a cet effet de découragement. Et en fait, si vous voulez, plus un secteur ou un pays est proche de la frontière technologique, plus les entreprises dans ce secteur ou ce pays sont des entreprises frontières. Et donc, plus au total, l'effet de la concurrence sur l'innovation va être un effet positif. Quand vous êtes un secteur très retardé ou un pays très retardé, c'est plutôt l'effet découragement qui va dominer. Mais quand vous êtes un pays ou un secteur proche de la frontière, c'est l'effet escape competition qui domine. Et au total, si on veut regarder de manière agrégée, on a plutôt une courbe en U. Partant d'un degré très bas de concurrence, on augmente la concurrence, ça augmente l'innovation. Et à partir d'un certain degré de concurrence, ça tend à réduire l'innovation. Mais enfin, en général, si je dois faire une relation linéaire, elle est positive. Donc déjà, première idée, c'est que la concurrence, c'est pas seulement important pour le surplus du consommateur en statique, mais c'est important dans la mesure où ça stimule l'innovation qui va donc conduire à des produits moins chers ou de meilleure qualité dans le futur. Donc vous voyez, on a une vision dynamique de la concurrence, d'accord? Donc on ne reste pas braqué sur les effets statiques sur le consommateur, mais sur l'effet dynamique que ça aura sur le progrès technique et sur l'innovation. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que, je voulais dire une autre deuxième chose, je ne vais pas passer trop longtemps, c'est qu'il y a eu un déclin de la croissance aux États-Unis depuis le début des années 2000. Et les rentes ont augmenté. Donc la croissance a baissé et les rentes ont augmenté. Et on s'est demandé pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de la révolution IT Revolution, à cause de la révolution des TIC, des technologies de l'information, eh bien, il y a eu l'émergence d'entreprises superstars, de grosses entreprises, Google, Amazon, Walmart, qui ont profité de cette vague. Alors, comme ils étaient mieux organisés que les autres au début, ça a stimulé la croissance. Donc, initialement, l'émergence de ces entreprises superstars a boosté la croissance de la productivité aux États-Unis. Mais en même temps, elles sont devenues des gros mastodontes et elles ont fini par inhiber l'innovation des autres. Elles ont fini par faire un barrage, à décourager l'entrée. Et on a vu que le taux d'entrée de nouvelles entreprises aux États-Unis s'est mis à fortement décroître depuis le début des années 2000. Et donc on a un vrai problème de concurrence aux États-Unis. C'est-à-dire que la politique de concurrence aux États-Unis, elle n'a pas fait attention au fait qu'il y avait l'émergence. Elle a laissé ces entreprises faire des fusions-acquisitions et devenir grosses. Et ça a fini par décourager l'entrée d'entreprises innovantes. Donc ça veut dire que maintenant, il faut repenser la politique de concurrence. Elle était très braquée sur les parts de marché. Elle était très statique. Et ça, Richard Gilbert de Berkeley l'explique très bien dans son dernier ouvrage. Et on avait une politique de concurrence essentiellement braquée sur le surplus du consommateur et la statique, alors qu'il fallait également se poser la question, est-ce qu'une fusion-acquisition, est-ce qu'un merger and acquisition va inhiber l'entrée future ou l'innovation future? Et donc maintenant, l'idée, c'est de réformer, d'améliorer la politique de concurrence pour que davantage elle intègre ces dimensions dynamiques et pas juste cette vision statique, surplus du consommateur statique et part de marché statique. On sait d'ailleurs les limites des parts de marché, puisque Siemens Alstom, par exemple, comme on le sait très bien, eh bien moi, quand Madame Vestager, je ne veux pas faire du Vestager bashing, c'est pas mon rôle. Voilà. Quand on a empêché la fusion Alstom-Siemens, moi en tout cas j'ai posé une question naïve. Je me suis dit, mais on ne peut pas juste regarder les parts de marché. D'abord, ils étaient sur plusieurs marchés où ils ne représentaient pas 100%. Mais je me disais, le marché peut être contestable parce que n'importe quel pays peut acheter des trains à grande vitesse chinois dans les 2 ans, dans les 3 ans. Ou en tout cas, démontrez-moi que le marché
n'est pas contestable. Et cet argument-là, je ne l'ai pas vu développer. Alors, en fait, moi, j'ai cru que j'étais le seul à l'avoir développé, et Séverine me dit qu'elle a eu la même idée. Et vous avez eu la même idée. C'est vraiment très décevant, parce que tu crois que tu as eu l'idée tout seul, et qu'en fait, tu découvres que tu as des amis qui l'ont eu. Voilà. Donc, c'est pour simplement dire les limites, simplement, d'avoir une approche uniquement en part de marché, parce que des fois, ça peut être misleading. On peut manquer le côté innovation, et on peut manquer le côté marché contestable. Voilà. Je ne voulais pas être trop long, c'était juste pour un peu vous introduire. Moyen-emploi, il n'y a toujours pas de train chinois. Mais parce qu'il n'y a pas besoin. parce que t'as pas besoin, parce qu'il y a le prix limite. Dès que tu restes en dessous du prix limite, c'est très bien ce que c'est qu'un marché contestable. Si tu augmentais le prix trop, à ce moment-là, il y aurait la tentation d'aller. Mais en équilibre, c'est Baumol qui nous le dit, les marchés contestables, c'est Baumol-Willig. Tu restes en dessous du prix limite, évidemment, l'entrée n'arrive pas. C'est bien ça, un marché contestable. Ouais. Oui. Peut-être une réaction d'Olivier Garçon. Oui. Non, mais j'aime beaucoup Vestager. Je ne veux pas faire du bashing. Non. Vous auriez dû lire la décision. Bon. Parce que vous auriez vu que, évidemment, comme dans toute décision de concurrence, il y a une analyse extensive des barrières à l'entrée. Et les barrières à l'entrée sur ce marché, ce n'est pas seulement une question de prix limite, c'est notamment toutes les technologies de signalisation qui ont été monopolisées par les deux groupes. Et c'est la raison pour laquelle, plus les normes techniques, etc., il n'y avait pas, il n'y a toujours pas, et il n'y aura pas encore pendant longtemps, de trains, et encore moins de trains à grande vitesse chinois qui roulent en Europe. Parce qu'il y a tout un tas de barrières, plus ou moins légitimes d'ailleurs, c'est de la politique industrielle aussi, qui font que c'est compliqué de pénétrer l'Europe pour les Chinois. La seule chose qu'ils aient réussi à faire pour le moment, et encore par de l'acquisition, c'est être présent sur les technologies super basiques de train de marchandises. Mais donc peut-être pour revenir à notre premier sujet. Alors, ma Séverine, alors. Peut-être la question que, juste pour laisser la parole aussi à Benoît, en fait, effectivement, donc on comprend que l'idée est d'avoir une vision dynamique de la concurrence, et qu'à partir du moment où une vision dynamique de la concurrence, on peut considérer naturellement l'innovation parce que ça va venir d'une certaine manière affecter le surplus du consommateur. Peut-être Benoît sur cette question. D'abord, je suis assez. Donc, merci de l'invitation. Merci à Philippe d'avoir lancé cette discussion avec l'énergie nécessaire. J'étais un peu. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière d'engager la discussion que de partir d'une discussion sur le surplus du consommateur ou le bien-être du consommateur, qui paraît une manière très théorique. Enfin, moi, c'est pas une manière qui me d'engager cette discussion. Il y a cette phrase, vous savez, de Walter Heller, qui était le conseiller économique du président Kennedy, qui disait un économiste, c'est celui qui, quand il voit que ça marche en pratique, demande si ça marche en théorie. Et ce qui m'a beaucoup rassuré en arrivant à l'autorité de la concurrence, c'est de voir que les juristes faisaient pareil, donc ça c'est rassurant. La manière dont on applique en pratique quotidiennement les critères de bien-être du consommateur est déjà très flexible. Il y a de la place pour beaucoup de considérations. Ça fait belle lurette qu'on prend en compte des considérations de diversité de l'offre, de pluralité, y compris dans les médias, dans nos décisions de concentration. On a pris en compte des considérations de pluralité de l'offre aussi dans le secteur de la santé, dans le secteur hospitalier, etc. L'innovation est aussi mentionnée dans les lignes directrices concentration, aussi bien de la Commission que les nôtres. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de place pour une approche assez pragmatique. Mais la question c'est est-ce qu'il faut le faire et est-ce que c'est nous qui le faisons le mieux? C'est comme ça que je poserai la question. Est-ce qu'il faut le faire? Alors, il y a les trois sujets qui sont mentionnés ici, c'est l'innovation, la protection des données et l'environnement. Dans les trois cas, il s'agit de politiques qui sont des objectifs aussi bien de la France que de l'Union, c'est
c'est des politiques de l'Union. Donc j'ai aucun doute que la politique de la concurrence, qui est aussi une politique de l'Union, qu'on applique, soit au niveau européen, soit au niveau français, doit non seulement être consciente, mais prendre en compte les priorités des politiques de l'Union. Et s'agissant de l'environnement, on a même un article spécifique du traité, qui est l'article 11, qui le dit de manière très spécifique, s'agissant des politiques de protection de l'environnement. Donc la politique de concurrence doit prendre en compte la protection de l'environnement, j'ai pas de doute. On avait des petits débats sur la manière dont ça s'appliquait à la politique monétaire quand j'étais à la BCE, d'ailleurs je suis très fier d'avoir amorcé un virage qui fait que maintenant la BCE aussi considère que la politique monétaire doit prendre en compte le changement climatique. Donc pour moi ça ne fait pas de doute qu'il faut l'intégrer dans la mesure du possible. Après, il y a une seconde question qui est est-ce que c'est nous qui le faisons le mieux? Alors, il y a un angle d'efficacité et puis il y a un angle un peu d'organisation institutionnelle et politique. Et donc, quand il y a un régulateur sectoriel, il faut que le régulateur sectoriel assume ses responsabilités. Donc, je suis aussi je pense qu'il y a une forme d'hubris des autorités indépendantes puissantes, dont font partie les autorités de concurrence, qui veulent souvent tout faire. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, et donc il faut respecter les régulateurs sectoriels. Parfois, il n'y a pas de régulateur sectoriel. Parfois, on nous demande de faire des choses qui pourraient être sans doute faites différemment. Donc, sur les droits voisins, par exemple, tout le monde était enthousiaste, à commencer par le gouvernement, pour que ce soit traité, la protection des droits des éditeurs de presse sur les moteurs de recherche soit traité par le droit de la concurrence. Ce n'est pas l'approche la plus évidente. C'est-à-dire, voilà, il y aurait pu avoir une approche sectorielle. Il y avait un vide, on nous a demandé, on nous a encouragé à rentrer dans ce vide, ce qu'on a fait, et on l'a fait, je pense, de manière raisonnable et efficace. Ça aurait pu être fait différemment. Donc, à mon avis, c'est plutôt une question de, voilà, qui est le mieux équipé pour intervenir, et dans beaucoup de cas, ça ne sera pas nous, soit parce que c'est pas le plus efficace, soit parce que c'est pas le plus légitime, et notamment dans tous les cas où il faut désigner des gagnants et des perdants, ce qui est un processus de nature politique. Voilà. Donc moi je plaide plutôt pour une forme de modestie des autorités de concurrence et pour qu'on n'en fasse pas trop et que quand on fait quelque chose, on le fasse bien. Voilà. Je voulais juste, je peux mentionner une chose seulement, je vais monopoliser. Sur concurrence et environnement, ça pose des questions vraiment intéressantes, parce que la concurrence, elle peut avoir deux effets contradictoires sur l'environnement. L'un, c'est que si je suis dans un pays où il y a une demande pour l'environnement, où les consommateurs veulent de l'environnement, de la même manière que j'innove pour échapper à la concurrence, je vais innover vert pour échapper à la concurrence. Dans un pays où les consommateurs veulent des produits environnementaux, eh bien, par exemple, la concurrence a un effet vertueux de pousser à l'innovation verte, parce que je vais aller vers des produits verts, vous voyez. Donc ça, c'est le bon côté de la concurrence. Mais il y a un autre côté qui est que la concurrence fait baisser les prix, et comme elle fait baisser les prix, elle augmente les volumes, et ça a un effet plutôt, ce que j'appelle l'effet chinois, d'augmenter la pollution. Parce que c'est ce qu'on appelle un effet d'échelle. Et donc c'est intéressant parce que la relation entre concurrence et environnement, elle n'est pas évidente. D'un côté, la concurrence, c'est j'échappe à la concurrence en innovant vert, en faisant des produits verts parce que c'est ce que les gens veulent. Hein. Moi, je n'étais pas vertueux, mais toi, tu es vertueux. Et la concurrence avec toi m'oblige, moi, à devenir vertueux parce que sinon, je perds ma clientèle et c'est toi qui la récupères. Ça, c'est l'effet vertueux de la concurrence sur l'environnement. Mais l'effet qui n'est pas vertueux, c'est que la concurrence fait baisser les prix. Et comme elle fait baisser les prix, il y a plus de volume. Et le volume, en général, en soi, n'est pas bon pour l'environnement. Donc c'est très intéressant. Alors là, ça c'est la première considération. La deuxième considération, c'est que, on en parlera des politiques pour lutter contre le réchauffement climatique, il y a la taxe carbone, mais il y a évidemment l'idée d'une politique industrielle verte. Les Américains font l'IRA, les Chinois ils font une politique industrielle, et l'Europe, Bruegel dit, nous, il faut qu'on approfondisse les réformes structurelles. Il dit, oh, coucou, hello, il y a les Chines, il y a les États-Unis, il va falloir qu'on réagisse à l'IRA. On ne peut pas juste dire taxe carbone. Donc on va devoir faire une politique industrielle verte. Et la question est, comment je réconcilie politique industrielle verte et concurrence? Alors est-ce que la DARPA, quelle gouvernance de la politique industrielle pour la rendre compatible avec la concurrence? Or, à Bruxelles, quand j'étais allé, maintenant c'est peut-être moins le cas, c'était une tour de Babel. Vous voyez, d'un côté, vous avez la commission de la concurrence, d'autre côté, vous avez des gens qui font de la politique industrielle, et alors maintenant, ils se parlent davantage, mais avant, ils ne se parlaient pas beaucoup. Et je pense que l'idée avant, c'était qu'au nom de la politique de concurrence, il ne fallait jamais parler d'aide sectorielle d'État,
c'est don't ask, don't tell, hein, ne jamais parler, et que la politique industrielle, a priori, c'était mauvais pour la concurrence. On va devoir dépasser ça. On va devoir dire non, on ne peut pas rejeter l'idée de politique industrielle au nom de la politique de la concurrence. Il faut voir comment on gouverne la politique industrielle pour la rendre la plus pro-competition. Et ça, c'est un des grands défis maintenant. Voilà, je voulais juste mentionner ces 2 points à propos de l'environnement. Pardon. Désolé. Vous avez dit plein de choses que j'aurais pu dire. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Benoît, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Les économistes, ils ont inventé un truc formidable au début du siècle, qui a même eu un prix Nobel qui l'a dit, c'est qu'il ne vaut mieux pas donner trop d'objectifs à un seul instrument. Et bien, ça vaut aussi pour la concurrence. Il n'est pas là pour tout faire. Alors, est-ce qu'il est là pour protéger le surplus du consommateur? C'est un vaste débat. Mon opinion, c'est que ce n'est pas si clair, en tout cas en Europe. Il est là pour protéger l'efficacité des marchés dans leur fonction d'allocation efficiente, si possible, des ressources. En tout cas, c'est comme ça que je conçois le droit de la concurrence européen. C'est pour ça qu'il est différent du droit de la concurrence américaine, sur plein de domaines. Après que le surplus du consommateur, ce soit un moyen pratique d'approximer une allocation efficiente des ressources, c'est pas faux non plus. Mais pour moi, l'objectif, ce n'est pas le surplus du consommateur. Troisièmement, le surplus du consommateur, je suis entièrement d'accord avec vous, ce n'est pas un truc statique qui est uniquement pris. Et ça fait longtemps, j'ai un peu surpris par ce débat, parce que ça fait quand même longtemps que les autorités de concurrence, la Commission, les autorités françaises et beaucoup d'autres ont ce débat. Ça fait longtemps que l'innovation, notamment, est un élément qu'on prend en compte à l'intérieur d'un test de surplus du consommateur. Donc, il n'y a pas grand-chose de neuf là-dedans. Deuxième considération, évidemment, la politique de concurrence, c'est ce qu'a dit Benoît, donc je vous l'avez dit, c'est pour le niveau européen également, elle n'opère pas dans le vide. C'est une politique de l'Union, comme la politique industrielle, comme la politique de décarbonation, avec la lutte contre le réchauffement global, comme la politique de protection de la vie privée, etc., etc. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle doit approprier les objectifs de cette politique? Non, parce que Benoît a raison. Il y a des gens qui sont là pour ça, il y a des outils qui sont bien mieux adaptés que la politique de concurrence. Et si on essaye de tordre la politique de concurrence pour qu'elle permette d'atteindre tous les objectifs sur Terre, probablement être très très sous-optimaux. En revanche, dans la mesure du possible et dans la mesure du respect de son mandat, elle doit essayer de les favoriser, ou au moins de ne pas s'y opposer. Je n'imagine pas une décision concurrence qui conduirait à des émissions de CO2 massives, par exemple. Ça me semble assez marrant et difficile à imaginer. Troisième considération, les trois domaines qui sont dans l'intitulé de cette session, innovation, environnement, protection des données personnelles, ils sont de nature très très différente. L'innovation, comme le prix, c'est une partie intrinsèque du processus concurrentiel. La protection des données, la protection de l'environnement, tout un tas d'autres choses. Il faut commencer à se poser la question, est-ce que ça correspond à des préférences des consommateurs ou est-ce que ça ne correspond pas à des préférences des consommateurs? Si ça correspond à des préférences des consommateurs, c'est un objet de concurrence. Meta et Apple se font une concurrence avec des concepts très très différents de la protection de la vie privée. Apple en a fait, comment ça se fait de dire est-ce qu'ils le font bien ou pas, mais en tout cas, on a fait un élément de différenciation. Nous, on protège la vie privée, et d'autres ont une conception tout à fait différente. Donc il y a des modèles qui s'affrontent et que le consommateur choisit. Si vous préférez que votre vie privée soit bien protégée, vous allez, à tort ou à raison, choisir, parce que vous avez la perception que cet acteur-là la protège mieux, cet acteur-là. Et dans la mesure où ces phénomènes existent, les autorités de concurrence, évidemment, les prennent en compte, parce que ça fait partie de la relation concurrentielle et potentiellement de la manière dont elle est altérée par un accord, par une position dominante ou par une fusion. Il y a aussi des objectifs. Enfin, je suis d'accord avec vous, je pense que ça fait un moment qu'on repense la relation entre politique de concurrence et politique industrielle. D'abord parce que la politique de concurrence, notamment dans sa dimension idiosyncratique à l'Europe, qui est le contrôle des aides d'État, quand même beaucoup évolué sous les coups de boutoir successifs de la crise financière, de la crise du Covid et maintenant de la crise énergétique.
mais aussi parce que, peut-être un peu moins et peut-être pas assez, mais la politique industrielle a aussi évolué. La politique industrielle à la papa, version plan d'Avignon des années 80, où on choisit quels sont les aciéristes qui vont survivre et ceux qui vont mourir. Il y a quand même à peu près plus personne qui fait ça. Donc cette espèce d'opposition binaire, elle existe largement plus. Et en réalité, la politique de concurrence et la politique industrielle, ce sont deux politiques qui visent à assurer la compétitivité de long terme. Donc au moins les objectifs sont communs et de plus en plus leurs moyens d'ailleurs sont alignés. Je vous fais une dernière remarque. Parfois, et là c'est là qu'il faut se poser des questions, vous avez des contradictions. Dans les 20 dernières années, en tout cas au niveau européen, de plus en plus, on est allé vers un alignement du test de validation des ententes, dans l'article 101, paragraphe 3, qui permet d'excuser les ententes au nom du progrès économique ou de gains économiques, avec le test de gain d'efficacité dans les fusions. Alors, si vous vous souvenez du paradigme des années 90, en réalité, 101 paragraphe 1, c'était une vieille restriction de concurrence, c'est-à-dire microéconomique, et puis on mettait en balance tout un tas de bénéfices, éventuellement macro. Quand on a changé de standard en 2003, en fait, ce qu'on a fait, sans vraiment le dire, d'ailleurs, il n'y a pas eu trop de débat à l'époque là-dessus, c'est qu'on a aligné le test du 101 paragraphe 3 sur le test de l'efficiency defense dans les fusions. Donc un test très micro et très resserré. Et le gain au passage, c'est que dans l'article 102, on a introduit une justification objective qui est en réalité la même. Et donc on se retrouve avec une très belle cathédrale, tout ça est très harmonieux, mais ce n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Et ça veut dire qu'évidemment, ça devient compliqué dans le cadre de 101 paragraphe 3 de prendre en compte tout un tas d'externalités positives, parce qu'elles ne rentrent pas dans le champ des efficacités. Et l'exemple c'est la question qu'on a dû débattre longuement quand on a débattu avec moi et les autres collègues de nos lignes directrices horizontales, et notamment de comment on allait traiter les accords bénéfiques à l'environnement. Et il y a des fois, il y a des contradictions frontales. Prenons la résilience. Je soutiens que tout un tas de choses qu'on considère, quand on analyse une fusion comme un gain d'efficacité, donc quelque chose de positif, qui va aider à contrebalancer l'effet prix éventuel de la fusion, en réalité, vont à l'encontre de la résilience du système. Un exemple très simple, vous allez améliorer votre logistique, vous allez avoir beaucoup moins de stock, vous allez être moins résilient. Et en réalité, ça veut dire que vous allez cacher ce coût. En régime normal, quand tout va bien, vous êtes plus efficace. Et en réalité, ça veut dire que le jour où tout va mal, vous allez avoir un accident industriel et tout s'arrête. Donc ce coût, il est différé, et il est aléatoire, et il est toujours là. Simplement, il a changé de nature. Est-ce qu'on doit y apporter autant d'importance, accorder autant d'importance dans la discussion, ou est-ce qu'on doit mieux prendre en compte ces objectifs de résilience et donc changer notre concept de gain d'efficacité? C'est le genre de discussion, à mon avis, qu'on va devoir avoir si on veut effectivement avoir une politique industrielle et une politique de concurrence qui se comprennent mieux. Oui, si je peux peut-être rebondir sur ce que dit Olivier, parce que là on rentre vraiment dans le dur de la... Et c'est là que ça devient vraiment intéressant d'un point de vue pratique, de la discussion sur ce qui a été obtenu en termes d'intégration, notamment des objectifs environnementaux, et ce qui reste à faire en droit de la concurrence. Alors d'abord, sur la politique industrielle, je suis entièrement d'accord avec Philippe, dont je suis un grand fan, sauf quand il parle de health sentiments. Et donc oui, il faut une politique industrielle compatible avec la concurrence. Et je rajouterais juste que parfois, il faut pour ça inventer des instruments nouveaux qui permettent de protéger à la fois la politique industrielle et la concurrence. Parce que parfois, on se rend compte qu'il y avait des tensions qui étaient dues au fait qu'on manquait d'instruments. Ce qui renvoie au principe de Tinbergen dont parlait Olivier. Et donc le meilleur exemple, c'est foreign subsidies. Bon, je sais ce que beaucoup d'entre vous dans cette salle pensaient de foreign subsidies, qui ne va pas être très simple à appliquer. Je souhaite bon courage à Olivier. Mais conceptuellement, en tout cas, foreign subsidies, ça
ça complète un triangle il manquait d'un instrument pour avoir le level playing field avec des acteurs non européens. Et tant qu'on n'avait pas cet instrument, il y avait une grande confusion dans le débat parce que les politiques notamment pensaient qu'on pourrait utiliser le droit de la concurrence pour faire de la politique commerciale. C'était un malentendu qui a causé d'énormes difficultés et d'énormes malentendus entre les politiques et les autorités de concurrence. Donc maintenant, en principe, on a cet instrument. Alors, ça serait mieux qu'il marche, hein, on va voir, mais au moins là, le triangle est complété. Bon. Sur l'environnement, et pour faire suite à ce qu'a dit Olivier, je pense qu'on a quand même fait de grands progrès, mais différents selon les pratiques auxquelles on fait référence. Je pense qu'on a quand même bien avancé sur 101.3, enfin avec le règlement, avec les nouvelles lignes directrices. On a eu nos débats sur l'affaire Cher et la prise en compte des externalités. Ça s'est traduit par une solution très européenne qui est un compromis où chacun voit ce qu'il veut y voir. Et maintenant, on passe à la pratique. Je pense que c'était la bonne méthode. Et puis, quand on aura fait un peu de pratique, on verra s'il faut faire évoluer le texte ou pas. Mais je pense que c'est une très bonne base de départ. Et pour nous, maintenant, à l'autorité de la concurrence, la priorité, c'est la pratique. Et comme je l'ai déjà dit, avant l'été, on présentera, avant la fin de l'année, un projet de... je ne sais pas si ça sera un communiqué, ou je sais pas, on va voir comment ça s'appelle, enfin en tout cas un texte qui clarifiera la manière dont l'autorité de la concurrence pourra émettre des orientations informelles aux entreprises sur l'article 101.3, sur les accords de soutenabilité notamment. Voilà, donc on est vraiment engagé là-dedans et je trouve qu'on a vraiment bien avancé. Il reste quand même un peu de boulot dans d'autres domaines, je pense. Sur les concentrations dont a parlé aussi Olivier, je pense qu'on est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on a intégré les considérations environnementales en pratique dans nos définitions de marché, et on le fait au cas par... Enfin, voilà, on avance avec en fonction des dossiers, mais dans SMPR Ardian, par exemple, on avait dit que le transport de pétrole par oléoduc n'était pas substituable au transport de pétrole par camion, notamment en raison de l'empreinte carbone différente des deux modes de transport. C'est un exemple, mais ça veut dire que ça c'est en train de percoler dans nos définitions de marché. Il y a d'autres exemples. En revanche, sur les effets et sur les gains, sur tout ce qu'a dit Olivier sur finalement maintenant on intègre l'environnement sous un angle comparable à celui des gains d'efficacité, c'est qu'à moitié une bonne nouvelle, parce que les gains d'efficacité, on les utilise jamais en concentration, comme on sait. Donc dire qu'on va faire la même chose pour l'environnement, c'est pas nécessairement une très bonne nouvelle. Voilà. Donc il faut que, là, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse plus. Il faut qu'on voit si on peut faire évoluer ça. C'est pas simple, hein, donc je promets rien du tout, parce que il faut un standard qui soit très robuste, et on va se heurter à nouveau dans ce domaine également à la question des externalités. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à autoriser une concentration qui crée des gains environnementaux sur un marché qui n'est pas celui où a lieu la concentration? Pour l'instant, on dit non, clairement. La Commission dit non, nous on dit non. Et il y a de bonnes raisons de dire non, parce que peut-être que si on veut faire ça, le bon instrument n'est pas le droit de la concurrence. Ça veut dire qu'on est en train d'organiser des transferts entre secteurs, voire entre pays, puisqu'on parle d'une externalité qui est mondiale. Le bon instrument, c'est pas nécessairement le droit de la concurrence. Ça peut être la fiscalité ou voilà. Donc je pense qu'il faut aller prudemment dans cette discussion, mais la discussion n'est pas close. On ne peut pas prétendre qu'elle est close. Et pour finir, Philippe, et juste pour le mentionner, je pense qu'il y a quand même le troisième volet qui, lui, est encore complètement terra incognita, qui est l'article 102. Donc je pense qu'on a toute une réflexion à avoir un jour sur l'intégration des objectifs environnementaux dans l'article 102. Alors peut-être la discussion sur les lignes directrices sur l'article 102 peut en être l'occasion, mais je pense que là, on est intellectuellement pas prêt encore. Je dois dire quelque chose. Donc, moi, je suis tout à fait loin de la frontière technologique que mes deux voisins représentent. Je voulais juste dire quelque chose sur l'évolution souhaitable de la politique industrielle et de la politique de la concurrence. Rebondir sur ce que disait Olivier. Olivier a raison. Pour pouvoir réconcilier politique de la concurrence, politique industrielle, les deux doivent évoluer. La politique de concurrence, elle avait un côté très ex ante. A priori, pas d'aide publique d'État. Or, a priori, telle chose.
Et je crois qu'il faut aller plus vers du ex post, et on va vers plus sur du ex post, c'est-à-dire de dire je n'interdis pas les aides publiques d'État, mais je vais regarder ex post si elles ont conduit à des réductions de la concurrence. Et dans ce cas-là, j'interviens. Donc l'idée de dire je passe à une approche ex ante, tu vois, de régulation, à une approche ex post plus empirique. Pareil, le merger and acquisition, je vais regarder ex post si le merger est mauvais pour l'entrée, est mauvais pour l'innovation, et à ce moment-là, j'interviens. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, même d'outils, pour pouvoir faire du ex post sur la politique de la concurrence. Ça, c'est des évolutions souhaitables de la politique de la concurrence. Du côté politique industrielle, là, les États-Unis ont inventé un truc formidable qui s'appelle la DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. C'est un truc génial. Pourquoi? Parce que c'est un mélange de top-down et de bottom-up. L'argent vient... on est dans une situation où la recherche fondamentale a été faite, mais il faut coordonner des acteurs et des moyens pour pouvoir tout de suite passer à des applications et remplir des missions. Par exemple, la DARPA, c'est les années 50, on fait la course avec l'Union soviétique, ils ont mis un homme dans l'espace, il faut que dans les 2 ans, il faut qu'on mette un homme dans l'espace, ou il faut qu'on réalise tel objectif. Et à ce moment-là, on mobilise. Mais alors, ce qui est très intelligent avec la DARPA, c'est que le côté top-down, l'argent vient du ministère, ils ont des chefs d'équipe qui viennent ou du milieu académique ou du milieu industriel, ils sont là pour 3 ans ou 4 ans, et ils ont toute liberté pour susciter des projets concurrents. Et c'est là que vient la partie bottom-up. Il y a des projets concurrents. Et c'est une manière de faire de la politique industrielle qui est très pro-concurrence quand même, la DARPA. Et ça a donné l'Internet, le GPS, tout ça c'est venu indirectement ou directement de la DARPA. Ça a été formidable. Et son analogue dans la biologie, c'est la BARDA, la Biomedical Advanced Research and Development Authority, grâce à laquelle on est là aujourd'hui. Sans la BARDA, on n'est pas là. Il n'y avait rien. Enfin, il y avait très peu. Donc on est là grâce à BARDA. Et c'était la même chose. Il y avait le ARN messager, RNA Messenger Technology, et you had to turn it. Il fallait l'appliquer, le transformer en 1 an en production de vaccins de masse. Et c'est à nouveau le même système que la DARPA, c'est la BARDA qui a fait ça. C'est-à-dire que, eh bien, il y a eu plein de labs concurrents. L'État a mobilisé les moyens. Les outils de production, et puis il y a eu plein de labs qui ont soumis, certains ont réussi, certains n'ont pas réussi, et c'est comme ça qu'on a pu sortir du Covid, et ça marche très bien. Et donc, et nous en Europe, nous n'avons pas l'équivalent de la DARPA. Nous ne l'avons pas, nous essayons un peu, mais on ne l'a pas. En France non plus, on ne l'a pas. Les Allemands essayent un peu, mais pas vraiment. Et nous, j'aimerais qu'en Europe, nous ayons, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la défense, et de l'espace, nous ayons l'équivalent des DARPA américaines, parce que ça, c'est une manière intelligente et très pro-concurrence de faire de la politique industrielle. La question, c'est pourquoi nous n'arrivons pas à faire des DARPA dignes de ce nom en Europe. Je pense que là, il y a une grande question qui est posée. Voilà, je voulais juste intervenir là-dessus. Je crois que la réponse n'est pas très compliquée. C'est parce que nous ne sommes pas un. Nous sommes 27. Et nous sommes 27 qui n'arrivent pas à... D'abord, ça veut dire que l'intérêt américain, comme l'intérêt américain, c'est assez clair. Et c'est internalisé. Et alors, ça n'empêche pas que c'est très compliqué, donc ils ont souvent aussi des difficultés à faire des décisions, mais au moins, ils savent ce que c'est que l'intérêt américain, et ils n'ont pas besoin de longues discussions, ni de longues discussions publiques pour le construire. Eh bien non, oui. Parce que l'intérêt européen, c'est pas l'intérêt français, c'est pas l'intérêt allemand, c'est pas très loin de tout ça, mais c'est pas exactement ça. Et 3 crises plus loin, comme 3 crises existentielles, on est mieux, mais on n'y est pas encore. Benoît et moi, on a fait la crise financière, ça a été un long apprentissage. Ça a porté des fruits, on ne peut pas dire le contraire. Le plan de relance européen avec un endettement européen accepté par Mme Merkel, c'est un enfant de la crise financière et de la learning curve qu'ont fait les Allemands. Mais on n'y est pas. Et donc on n'est toujours pas à avoir une idée claire de ce que c'est que l'intérêt européen et être prêt à faire prévaloir cet optimum de second rang pour chaque nation sur son optimum de premier rang, qui est sur l'intérêt national stricto sensu. Et voilà pourquoi on n'a pas de DARPA. Et pourquoi on ne peut pas en avoir aussi longtemps qu'on n'a pas fait ce saut d'appropriation de l'intérêt collectif. Il n'y a pas vraiment de volonté de le faire non plus, parce que s'il y avait une volonté de le faire, on renforcerait les mécanismes qui permettent
de dégager l'intérêt général européen et du consensus. Et on leur donnerait plus de pouvoir, ce qui n'est pas exactement la norme. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Ce que je suis d'accord avec vous, c'est l'avantage du système d'ARPA, c'est que vous ne choisissez pas le vainqueur. Vous êtes le gars au casino qui met les jetons sur toutes les cases, et puis vous voyez bien ce qui sort. Et c'est assez intelligent, et à la fin, ça coûte probablement pas plus cher, peut-être même moins, en tout cas avec de meilleurs résultats, que de faire ce qu'on fait traditionnellement en France, c'est-à-dire de dire, lui, là, il est gros, en plus on le connaît bien parce que 100% de son état-major était dans la fonction publique avant, c'est tous les copains, et donc on va décider que c'est lui qui va faire le projet, et c'est pas forcément, et on fait le calcul, et on fait tous ces trucs-là, et ça va toujours. Et on essaie maintenant d'exporter ce modèle au niveau européen, qui est une des raisons pour lesquelles la politique industrielle européenne doit évoluer. Sur l'Iran, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. D'abord, aujourd'hui, on avait la discussion sur l'opinion de la présidente, c'est qu'il lui a permis de dire qu'en termes notamment d'hydrogène, les investissements en Europe sur l'année qui vient, sur les 2 ans qui viennent de s'écouler, ont été plus importants qu'aux États-Unis et en Chine réunis. Deuxièmement, quand on nous dit l'Iran, c'est formidable, vous vous rendez compte, 400 milliards de dollars sur 10 ans. Savez-vous combien nous avons donné de subventions publiques en Europe, dans les mêmes domaines, sur les 2 dernières années? Et bien, on en a donné 600 des milliards, pas 400, sur les 2 dernières années, pas sur les 10 ans qui viennent. Donc, il faut arrêter avec l'Iran. On donne en Europe plus de subventions qu'aux États-Unis. Et on les donne probablement de manière moins maligne. Et surtout, il y a un problème comme on n'a pas une idée claire de ce qu'est notre intérêt commun, on ne concentre pas. Je vous prends un autre exemple. Une grande partie de l'innovation, puisqu'on est sur l'innovation, provient des synergies entre défense et civil. Et on dit toujours, les Américains, c'est formidable, ils ont un budget militaire extraordinaire et ils maximisent ces synergies. Vous allez lire, on dépense autant qu'eux, à 27. Et quelles sont les synergies qu'on réussit à faire? Minuscules. D'abord parce qu'une grande partie de ce qu'on dépense, c'est pour acheter des équipements américains. Même quand on est soi-même partie prenante d'un programme européen de développement du même produit. Et puis ensuite, parce qu'on ne dépense pas de manière intelligente et coordonnée. Et ça, aussi longtemps qu'il n'y aura pas ce phénomène de prise de conscience, il faut passer au niveau de définition d'intérêt collectif. Parce que même si en première intention, on ne va pas avoir tous les bénéfices qu'on aurait eu si on avait été tout seul, on en aura plus, c'est un truc de théorie des jours, on en aura plus que si on est non coordonné comme on est, et c'est invariablement une catastrophe. Un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous, Philippe, c'est pas possible d'avoir un contrôle d'exploitation ex post, parce que les Anglais, les Américains ont une expression qui est formidable pour dire ça, c'est qu'on ne peut pas défaire les omelettes. Faire rentrer les œufs dans les omelettes après, c'est compliqué. Tu es en train d'en défaire une. Donc, sur oui, un dossier particulier. Il y a des fois, on n'a pas de choix. Oui. Quand les œufs étaient cassés, alors qu'on avait dit aux entreprises de ne pas le faire, on est bien obligé de couper l'omelette après, puis de mettre en forme, ça ressemble un peu à un œuf. Et donc, c'est effectivement ce qu'on est en train de faire. Mais la raison pour laquelle le contrôle des concentrations ne peut qu'être le contrôle ex-ante, c'est que si on devait le faire à chaque fois, ça serait quand même très compliqué. Et ça, de toute façon, c'est pareil pour les aides d'État. C'est-à-dire que on ne peut pas attendre qu'une aide d'État ait produit des effets anticoncurrentiels pour dire les effets anticoncurrentiels remboursés tout de suite. Il arrive qu'on fasse rembourser les aides d'État. Mais honnêtement, il vaut mieux que ça reste l'exception parce que ça a des dégâts collatéraux assez considérables. Donc, d'une manière générale, même si on a des chances de se tromper, évidemment, le problème du contrôle ex-ante, c'est vous ne savez qu'à la fin si vous aviez raison ou pas. Ça a quand même moins de coûts qu'un contrôle ex post dans ces 2 cas particuliers.
Mais tu peux rendre les aides d'État à ce moment-là contingentes. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de dire pas d'aide d'État du tout, tu peux dire si vous êtes dans un secteur qui est déjà concurrentiel, où vous ne donnez pas l'aide à une seule entreprise, où tu vois, tu as certains critères, tu peux dire là, dans ce cas-là, je peux alors autoriser plus facilement d'avoir des critères objectifs. C'est pas de dire simplement au pifomètre, non mais je sais bien, vous faites ça très sérieusement. C'est de dire, je vais regarder si le secteur est déjà assez concurrentiel. On a l'indice d'Herfindahl ou le machin, et tu regardes objectivement. Ou si vous, d'Herfindahl, des aides que vous donnez. Si vous donnez tout à une entreprise, je dis non. Si vous distribuez les aides à au moins autant d'entreprises, peut-être je dis pas non. Tu vois, c'est-à-dire on peut faire du ex-ante plus souple. Enfin, ce que vous faites déjà maintenant en fait. Moi j'avais discuté avec Almunia il y a des lustres déjà, et on allait déjà vers l'idée de rendre un peu plus souple le ex-ante, disons. Tu vois, en réalité, dans le ex-ante, on a un premier critère. La porte d'entrée, c'est qu'il faut qu'il y ait une défaillance de marché. Donc, et ça, je trouve que c'est assez simple. S'il n'y a pas de défaillance de marché, il n'y a pas besoin de mettre des fonds publics. Ça a l'air évident comme ça, c'est assez difficile à faire comprendre aux États membres. Et lorsqu'il y a une défaillance de marché, le deuxième principe, c'est que la subvention ne peut pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la combler. Alors ensuite, évidemment que c'est compliqué à modéliser, et que donc on va à la grosse louche, si on prend un risque, on prend plutôt le risque de faire un peu trop que pas assez, parce qu'une fois qu'on a autorisé une aide d'État, c'est quand même ridicule que le projet se casse la figure, parce qu'on a été un peu trop radin. Donc on va avoir tendance à être, si on a un doute, plutôt un peu plus généreux qu'un peu moins, quitte à surcompenser très légèrement, ce qui est le passage est interdit par le traité. Ouais. Non, juste en un mot, je voudrais renforcer le cri d'alarme sur l'avenir d'une politique industrielle européenne qui serait la juxtaposition des 27 politiques industrielles des États membres. Je pense que c'est complètement inefficace, on va complètement dans le mur. Je pense qu'on est tous d'accord à cette table pour dire qu'il y a une complémentarité entre politique de la concurrence et politique industrielle. Une politique industrielle sans concurrence, c'est pas une bonne politique. Mais si on reste au niveau national, on n'arrivera jamais à exploiter cette complémentarité. On ne sera pas solvable parce que la taille du marché, de toute façon, ne sera pas suffisante pour faire émerger les champions qu'on veut faire émerger. En plus, j'ajouterai un argument qui n'a pas été invoqué, qui est que si tout ça se fait à coup d'aide d'État et en tirant sur l'élastique des plafonds d'aide d'État, ce qui est ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça veut dire qu'on fait de la discussion sur la politique industrielle et sur la politique de concurrence une discussion budgétaire au niveau des États membres. C'est complètement toxique. Moi, j'ai vécu ça à la BCE. Il y a eu un moment où, parce que la crise était une crise sur le marché obligataire, la discussion sur la politique monétaire devenait une discussion sur la politique budgétaire, c'était absolument toxique. Ça veut dire que vous demandez à 27 ministres des Finances de faire la politique industrielle de l'Union. Vaut mieux pas essayer. N'essayez pas ça. Donc, pourquoi ? Parce que la politique budgétaire, c'est le cœur de ce qui n'a pas été partagé entre les États membres. C'est le cœur de la souveraineté. On ne peut pas leur demander d'abandonner ça. C'est normal. Donc, ça ne marche pas. C'est politiquement toxique. Ça crée des animosités entre États membres. Et d'ailleurs, on le voit tout à fait aujourd'hui. Et ce qu'on voit, j'ai pas encore lu le discours sur l'état de l'Union de la présidente von der Leyen, mais ce qu'on voit de la dynamique de discussion entre États membres, et particulièrement entre la France et l'Allemagne, est, je trouve, extrêmement préoccupant, parce qu'on ne va pas du tout dans la bonne direction. Voilà. Est-ce que je peux dire peut-être un mot juste à propos sur le... oui, là, comme quoi ma question... Je parle trop, mais je crois qu'une des façons pour dire ce que tu dis, par exemple, je trouvais que Draghi, moi j'aime beaucoup Mario Draghi, et je crois Benoît aussi, tout le monde non, mais voilà, et il a fait, je trouve, une intervention très intéressante au NBER. Il donnait la Martin Feldstein Lecture, et il a dit à la Martin Feldstein Lecture, il faudrait augmenter la capacité d'emprunt européen. Donc l'Europe peut emprunter plus, comme on a fait pendant le Covid. Et à ce moment, mais évidemment, en échange, les États membres sont plus sérieux budgétairement. Nous, on a fait la réforme des retraites ici, on a fait d'autres choses. On va faire davantage de réformes pour réduire les dépenses récurrentes en France, mais d'autres pays doivent faire des réformes également. Et là, il y a un contrat, il y a quand même une idée. C'est-à-dire, et là, à partir du moment où tu as un emprunt européen, tu peux, à partir de cet emprunt européen, financer une DARPA européenne. Tu vois, donc ça déjà, c'est une première idée. Tu vois ? Et là, c'est une manière d'évacuer ton problème, de budget État par État. L'autre chose, c'est que je pense il y a un modèle qui a marché en France, en Europe, c'est la European Research Council, donc qui se voulait l'équivalent européen de la National Science Foundation.
Et ça marche pas mal parce qu'il n'y a pas le juste retour, les pays ne demandent pas à recevoir autant qu'ils donnent, il n'y a pas de droit de veto sur les projets, donc il y a des montants, il y a des jurys, et les jurys décident des projets. Moi, je crois qu'on peut essayer d'appliquer la logique de la ERC pour sélectionner des projets industriels. Tu pourrais imaginer une DARPA qui sélectionne un peu, tu vois, de cette manière. Et je crois que si on arrive à dire, voilà, il n'y a pas la loi « I want my money back », non, veto, non, peut-être que ça sera Coalition of the Willing, c'est peut-être d'abord quelques pays qui font une DARPA, et puis après d'autres pays se mettent, et à mon avis, qui même me suivent, parce que tout le monde voudra en être, mais si je pense qu'il y a une manière d'approcher le problème qui permettrait d'avancer. L'idée que Coalition of the Willing, pas de I want my money back, pas de veto, ERC en tête, et je pense que là, ça peut être des principes directeurs pour démarrer des DARPA européennes. Voilà, je voulais juste te dire, c'était une idée comme ça. Merci beaucoup. Comme quoi, une question volontairement naïve sur le surplus du consommateur peut lancer un débat inestimable. Je crois que j'ai compris the hard way, comme disent mes collègues outre-Atlantique. Alors, le temps a tourné. Et donc voilà, l'idée c'était quand même de laisser la possibilité à ceux qui osent désormais s'aventurer dans ce débat, de poser des questions. Donc je vous propose qu'on ouvre évidemment, si les intervenants sont d'accord, les questions à l'ensemble de la salle. J'avais une question sur Benoît Guéret disait qu'il faut élargir les objectifs dans la mesure du possible. Ma question c'était comment on mesure ce qui est possible. C'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré que la grande force du droit de la concurrence c'est d'être mesurable ou de produire des résultats qui sont mesurables en termes de prix ou de quantité. J'ai pas l'impression qu'il y a un consensus sur la façon de mesurer le bon niveau d'innovation, le bon niveau de protection des données personnelles ou les bénéfices environnementaux. Peut-être que c'est par ignorance. Mais est-ce qu'il y a un consensus suffisant justement pour pouvoir intégrer ces objectifs-là en gardant la nature quantifiable de la concurrence? Non, mais là où vous avez raison, je crains que vous faisiez des illusions sur le temps béni passé dans lequel tout était quantifiable. Ça n'a jamais été vrai. Ça n'a jamais été vrai. Et la réalité, c'est que, par exemple, dans le bilan de l'article 101, vous passez votre temps à comparer les carottes et les choux. C'est-à-dire que d'un côté, si vous avez de la chance, vous avez un effet quantifiable et quantifié sur les prix. Vous avez de la chance, parce que après, vous avez un tas d'experts qui viennent vous expliquer un terme de confidence, machin, truc, c'est pas si sûr que ça. Donc. Mais bon, admettons que vous l'ayez. Et puis après, ce que vous devez mettre en regard, c'est de l'innovation, c'est un certain nombre de choses plus qualitatives. Et quand vous regardez la liste dans l'article 101, paragraphe 3, c'est un peu la nature de la liste. Un inventaire à la travers. Et donc on a toujours fait ça. C'est pour ça que le débat auquel j'ai assisté avec un peu d'effarement dans la doctrine autour des lignes directrices sur est-ce qu'il faut que le consommateur soit totalement compensé ou est-ce qu'il faut que ça suffit qu'il soit un peu compensé. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être parce que personne n'est capable de vous dire on est compensé à 99%, on est compensé à 101%, donc c'est bon. Et ça n'a jamais été vrai. À la fin du fin, il y a toujours eu un jugement. Ce jugement, il est fait par l'autorité de concurrence sous contrôle du juge. Est-ce que le consommateur est suffisamment compensé? Est-ce que les gains d'efficacité qui résultent de la fusion, ils sont suffisants pour probablement être capables de générer des effets positifs qui vont contrebalancer les effets négatifs? Alors en matière de fusion, en plus, on parle du futur. C'est encore mieux.
Ouais, mais on a des outils quand même précis pour voir l'impact sur les prix. On a développé quand même... L'économétrie permet de prédire le futur. Je ne crois pas que l'économétrie est capable de prédire le futur, mais je sais qu'on a développé des goupilles, par exemple, des mesures de l'impact d'une concentration sur les prix. Ça, ça c'est évident. Et la question, c'est quand on va devoir mesurer l'effet d'une concentration sur l'environnement, si un jour il faut le faire. Alors peut-être que Philippe a des méthodes précises pour le faire, mais on ouvre quand même la porte à... Mais déjà, quand vous devez mesurer l'effet des gains d'efficacité sur les prix... Mais les gains d'efficacité, on sait qu'ils sont balayés d'un revers de main. Donc. C'est pas vrai du tout, mais vous devez faire tout un tas d'hypothèses. Je vais vous donner une petite anecdote avant de passer par le Philippe qui piaffe. Un de mes échecs les plus cuisants de ma vie de fonctionnaire, c'est en 1994, lorsque j'étais en charge d'un cas de fusion qui combinait les activités dans les tubes sans soudure de 3 entreprises, Dalminet, Vallourec et Manastin. Et alors, sur le papier, ça faisait un duopole parfait avec les Suédois de Saint-Denis. Et on avait fait des études, des machins et des trucs. Interdiction. Et en fait, c'est parce qu'on a cru les partis. On a cru qu'ils avaient réussi à intégrer une culture italienne, une culture allemande et une culture française, et en faire un truc qui est concurrentiel, comme ça. Heureusement, on les a autorisés, parce qu'il y a eu une fronde sur le thème, mais non, c'est les accords de Casablanca à l'époque, l'acier d'Europe de l'Est va débarquer massivement, une qualité qui ne permettait pas de faire ce genre de choses. Et donc, vous vous trompez, donc on a autorisé, pour de très mauvaises raisons. Mais on a eu raison, parce qu'aucun des gains d'efficacité qui avaient été prévus par les partis ne s'est matérialisé. Et le résultat, c'est qu'un an plus tard, Sandvik avait une position extrêmement dominante tout seul, et nos amis des 3 entreprises avaient divisé la part de marché par 3. Donc, c'est les limites du caractère prédictif de l'analyse économique en matière d'analyse de concentration. Je voulais juste intervenir, dire qu'il y a quand même maintenant des progrès énormes qui ont été faits dans les données, c'est-à-dire que maintenant les données d'entrée, de nouveaux produits, de brevets, de croissance de productivité, je veux dire que maintenant on peut, je peux même vous dire qu'on a fait des progrès pour mesurer, pour vous dire qu'on mesure de combien on mesure mal la croissance de la productivité, on tend à surestimer l'inflation et à sous-estimer la croissance de la productivité. Et on a des moyens maintenant, en regardant les créations et destructions d'emplois, en regardant une série de données, et là il y a eu des progrès formidables dans les dernières années, pour dire, voilà, on tend à surestimer l'inflation, ce qui est une bonne nouvelle, c'est des choses à dire à la Bundesbank, qui est un bon on va dire, attendez, l'inflation elle est moins haute que ce que vous pensez, et la croissance elle est plutôt un peu mieux. On a des méthodes, un certain nombre de données qu'on peut combiner sur les entreprises, création, destruction d'emplois, turnover, brevets, entrées, etc., qui permettent de dire quand même un certain nombre de choses. Et ça, on ne l'avait pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Il y a eu des progrès considérables dans les métriques. Donc justement, je crois que là maintenant, on peut faire quand même beaucoup plus de choses qu'on pouvait faire avant. Voilà, je voulais juste le mentionner. Non, moi je suis assez optimiste sur notre capacité à améliorer la mesure des effets dans différentes dimensions. Sur les prix, oui, on peut beaucoup améliorer aussi, et sur l'innovation, sur l'environnement, etc. Il y a eu une révolution, un changement de paradigme complet dans l'analyse des données depuis une quinzaine d'années en économie. Ça n'a pas encore complètement atteint l'économie de la concurrence. Enfin, ça commence à l'atteindre, mais ça n'a pas atteint complètement. Je pense qu'on peut améliorer énormément la manière dont on collecte et dont on utilise les données. À la fin, reste qu'Olivier aura raison et qu'on aura une analyse multidimensionnelle sur des dimensions qui ne sont pas forcément agrégeables. C'est pour ça que j'aime pas non plus ce concept de consumer welfare, même si c'est la base conceptuelle de tout ce qu'on fait, parce que ça donne faussement l'illusion qu'on va trouver une métrique commune qui va nous permettre d'agréger des gains ou des pertes qui sont de nature quand même différente. Et donc quand on regarde l'impact d'une concentration sur la diversité de l'offre,
On le fait le mieux qu'on peut, de manière quantitative quand on le peut, mais on ne va pas agréger ça avec les effets prix, on ne sait pas faire ça. Donc à la fin, il y aura toujours une part d'arbitraire, et donc il faudra que le juge soit d'accord avec notre manière d'être arbitraire derrière, sur la manière dont on agrège ces différentes dimensions. Si je peux juste ajouter un mot, et c'est là que la politique de concurrence n'opère pas dans le vide. C'est-à-dire que, évidemment, dans cette marge de jugement, si vous avez une politique générale qui a des objectifs clairs, vous orientez mécaniquement votre jugement, il s'oriente pour essayer de ne pas les contredire au moins. Je vais poser. Je ne sais pas si ça marche. Oui, c'est bon. Noël Lenoir, je vous remercie d'abord de ce débat. Que je trouve finalement plus intéressant que je l'imaginais, parce que c'est assez politique. C'est gentil. Ça, c'est très gentil. Non, mais j'ai trouvé qu'il y avait une très haute vision de la politique de concurrence au sens politique du terme. Donc, pour moi, c'est ce qui m'intéresse. Il y a deux points positifs dans ce que vous avez dit à messieurs sur ce plan. Premièrement, l'idée que la politique de concurrence, c'est-à-dire un maximum d'acteurs sur un marché intérieur, va générer des développements industriels. Je pense qu'on en est un petit peu revenu. Et j'étais très intéressée aussi par tout ce que vous avez dit les uns et les autres, mais notamment Philippe Agnon, sur le bien-être du consommateur et la baisse des prix qui ne va pas nécessairement dans le sens du développement industriel. Alors, deux points. Premièrement, ce que vous avez dit sur le Conseil européen de la recherche. Je trouve que c'est un point de départ extrêmement intéressant, puisqu'on est à la recherche de ce qui s'appelle les projets d'intérêt européen, d'importance européenne. On n'a jamais réussi à développer ça, exemple Galileo. Et à partir de cela, moi je vous proposerais qu'on supprime les programmes cadres de recherche, qui sont vraiment non seulement du saupoudrage, mais une machine bureaucratique inégalée dans le monde. Avec et qui ne sélectionne pas les meilleurs. Je pense qu'il faut les supprimer et effectivement avoir une conception ouverte, parce que le programme de l'European Council Research, il y a aussi les Norvégiens, les Israéliens, etc. Et avoir aussi une conception ouverte du projet d'intérêt européen qui peut être en collaboration avec des pays tiers. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, une petite question sur l'Agence européenne de la défense. Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Est-ce que c'est un succès? En tous les cas, j'espère que la Commission, officiellement, comme elle ne l'a jamais fait, va arrêter de considérer que les industries d'armement, ça doit être exclu de la taxonomie sociale, qui est absolument ridicule, d'assigner les industries d'armement à la pédocriminalité et à la violation des droits des populations autochtones. C'est une proposition qui avait été faite par le Joint Research, qui était ridicule, et qui a quand même fait baisser le cours de certaines actions d'industrie d'armement française. Donc j'aimerais bien votre position sur ce point. Ça a à faire avec l'industrie et pas forcément avec la concurrence. Le deuxième point, sur l'ex-post. Alors c'est vrai, Olivier, tu as raison, on ne peut pas défaire des omelettes et des fusions-acquisitions avec toutes les conséquences non seulement économiques mais financières qu'un divorce génère nécessairement. C'est inimaginable. En revanche, sur les aides d'État, alors, on a une conception extrêmement fragmentée des aides d'État, les aides d'État sectorielles, donc il faut catégoriser entre l'environnement, le développement local, enfin bon, c'est vraiment encore, à mon avis, un petit peu périmé, cette approche sectorielle, parce que maintenant on est de plus en plus dans l'interdisciplinarité, et je me demandais si le ex-post ne pourrait pas être finalement envisagé dans une seule des hypothèses, c'est quand l'Union européenne, les 27, ne sont pas d'accord sur les droits anti-dumping ou sur une politique commerciale, des mesures de coercition contre finalement l'agressivité, notamment dans le domaine des renouvelables, des batteries chinoises, le photovoltaïque chinois, et à ce moment-là, on redonne aux États membres la liberté de défendre leurs industries nationales, c'est-à-dire considérer que s'il y a un échec des mesures de dumping ou des mesures de foreign subsidy, à ce moment-là, on peut essayer de protéger l'industrie nationale. Parce que le photovoltaïque, en France,
médicaments, Forgati. Et demain, les batteries, je n'y crois absolument pas non plus, parce que les Chinois sont moins chers, ils travaillent plus, nous on veut plus travailler, et ils ont pris une avance. Donc je me demande si le ex-post, on va dire, je voulais dire une chose sur la politique de la concurrence, mais vraiment très rapidement, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même qu'elle a été conçue en Europe aussi pour un motif politique d'intégration. Elle a été faite pour ça, quoi. Donc, il faut quand même l'avoir en tête, quoi. Souvent, on a utilisé des outils économiques pour atteindre des objectifs politiques. L'euro est un exemple aussi. D'ailleurs, je suis très pour l'euro et je suis pour la politique de la concurrence, donc je ne suis pas du tout anti l'un ni l'autre. Mais il faut garder en tête qu'elles ont été conçues pour des objectifs politiques d'intégration, etc. Et c'est vrai que la concurrence, certains ont pu dire que chez nous, le problème en Europe, c'est que la concurrence a été très inward-looking, et peut-être pas assez outward looking, c'est-à-dire qu'il y a la concurrence chez nous, c'est important, mais il y a aussi la concurrence avec les États-Unis et la Chine, qui est importante. Et donc, comment je m'adapte à ce monde-là? Je ne peux pas être entièrement inward looking. Enfin, je voulais juste faire ce point, mais après le reste, je laisse mes collègues, parce que je suis totalement incompétent. Peut-être je vais démarrer sur les aides. Alors, est-ce que la sous-défense, c'est mieux que la pédopornographie? Je n'ai pas ajouté ça à la question. C'est assez loin de mes compétences, dans les deux cas. La taxonomie, non, mais la taxonomie, c'est la seule taxonomie pour laquelle j'ai une responsabilité que je revendique, c'est la taxonomie environnementale. C'est peu à voir avec ces sujets-là. Et qui est, il faut quand même le rappeler, qui n'est rien d'autre qu'un outil d'information des investisseurs. Pourquoi on a développé la taxonomie? C'est assez simple, c'est parce qu'à un moment, j'en ai lu, parce que j'étais responsable à l'époque, marre d'ouvrir le Financial Times et de lire que BlackRock était vert. Je me suis dit, il faut quand même, à un moment donné, qu'il y ait un système avec de la science derrière, avec un processus crédible, avec une institution qui l'endosse, qui dit, vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, et voilà, ce système-là, il vous permet d'avoir une idée vraiment est-ce que votre politique d'investissement est orientée vers un objectif de neutralité carbone 2050 ou pas. Bon, je passe là-dessus. Sur les deux choses. D'abord, sur la politique ouverte vers l'extérieur, je crois que tu as tout à fait raison. C'est vrai que la politique de concurrence, un de ses objectifs, ça a toujours été le marché intérieur. La politique de concurrence est une des politiques du marché intérieur. Et d'ailleurs, moi je me souviens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, dans lequel, vous vous souvenez, il y avait des différences de 30% sur la même voiture selon que vous étiez en Belgique ou en France. Et mes prédécesseurs ont passé des années à lutter contre les segmentations de marché que ça imposait. Il a fallu changer de trucs, parce que c'était lié à plein de choses. Tant qu'on n'a pas eu sur le TVA, par exemple, c'était compliqué. Mais on y est arrivé. Donc c'est vrai que ça a toujours été une dimension importante de la politique de concurrence, ça l'est encore aujourd'hui, et ça l'est très certainement de manière éminente dans la politique des aides d'État, parce que la politique des aides d'État, un de ses objectifs, c'est d'éviter que ceux qui ont les poches très profondes ne fragmentent profondément le marché intérieur. Elle ne réussit pas formidablement bien d'ailleurs dans la zone de cet objectif. Ceci dit, on évolue aussi et on s'ouvre vers l'extérieur. Je voudrais simplement vous rendre sensible à un élément de notre cadre temporaire de crise et de transition actuelle, qui est son article 1, paragraphe 2, paragraphe 8 de mémoire, qui est en fait la partie transition. Et dans cette partie transition, il y a notamment, et je crois pour la première fois de manière explicite, quelque chose qui a toujours existé, qu'on appelle la matching clause. La matching clause, c'est quoi? C'est que s'il n'y a pas de projet concurrent en Europe, ça c'est le côté marché intérieur, mais que le choix de l'entreprise, c'est je m'implante dans un pays tiers parce que j'ai reçu une grosse aide d'État, ou je m'implante en Europe, alors ce pays, le pays dans lequel l'implantation en Europe, peut matcher l'aide étrangère. Normalement dans les limites du funding gap. Évidemment, sinon ça devient un effet d'aubaine. Mais ça, c'est tout à fait nouveau. Et ça a été introduit de manière formelle dans ce cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on a des cas qui aujourd'hui bénéficient, pas beaucoup, mais vous vous souvenez, quand l'IRA est intervenu, on avait tout un tas de chefs d'entreprise qui nous expliquaient qu'ils allaient tout fermer en Europe pour aller réouvrir en Arizona.
notamment l'industrie chimique. Alors, quand vous connaissez les coûts de fermeture de sites chimiques en Europe, vous rigolez, la réalité, c'est le vrai problème, c'est pour les projets Greenfield. C'est est-ce que mon prochain projet, je le fais ici ou je le fais là? Tout en sachant quand même que la subvention publique, ça vient assez loin lorsque vous faites des enquêtes dans l'ordre des facteurs de décision décisionnaires. Et le premier, c'est où sera ma demande. Et là, on n'est pas super bien placé en Europe. Le second, c'est quelles sont les infrastructures, enfin, etc., etc. Et puis, à la fin, si en plus j'ai une aide d'État, c'est formidable. Et là, entre des projets qui présentent par ailleurs les mêmes caractéristiques, ça peut être éventuellement ce qui va décider. L'exemple typique en Europe, c'est Toyota Valenciennes. Ils auraient pu être de l'autre côté de la frontière en Belgique, les fournisseurs de l'Église. Mais ils n'auraient pas été en Roumanie. C'était dans cet endroit-là, parce qu'ils voulaient être à proximité des lignes de train pour le tunnel sous la Manche, parce qu'ils voulaient pouvoir exporter en Angleterre, parce que, etc., etc. Donc, la matching clause, ça c'est quand même un des signes qu'on s'ouvre vers l'extérieur également. Dernier point sur les aides d'État, il ne faut pas exagérer. De mémoire, 96% des mesures d'aide en Europe ne sont pas notifiées à Bruxelles. Soit parce qu'elles sont diminuées, soit parce qu'elles bénéficient d'un régime, soit parce qu'elles sont exemptées par catégorie. Et ça, c'est la grande œuvre de Mme Vestager, dans son premier mandat. Elle dit, on va faire des règles, et si vous êtes dans la boîte, on ne veut pas vous voir. Donc ce qui reste, c'est 3% des mesures d'aide qui représentent 10% des subventions. Mais là, évidemment, c'est 10 milliards à Intel, et ça vaut quand même la peine de le regarder. Parce que ça a des effets de fragmentation des marchés intérieurs absolument colossaux. Quand vous donnez 10 milliards à une entreprise et que vous avez par ailleurs un concurrent européen, au moins, qui s'appelle ST Microélectronique, c'est pas très surprenant que le patron vous appelle en vous disant, écoutez, c'est déjà compliqué de se taper Intel comme concurrent, mais Intel au stéroïde de financement public, sur mon marché domestique, il va falloir m'aider. Et là, vous êtes dans le genre de truc que la politique des aides d'État est là pour empêcher, c'est-à-dire la course à l'échalote, parce qu'effectivement, une fois que vous en avez aidé un, vous ne pouvez pas laisser mourir. Merci beaucoup à tous les trois. Je vois Nicolas qui me fait des grands signes derrière. Je crois que Nicolas, il faut qu'on s'arrête là. Pour respecter l'heure du cocktail, qui nous attend en haut, je pense que ce serait bien de finir là. Peut-être un tout petit mot de conclusion. Je crois qu'on a des bonnes nouvelles ce soir et des bonus un peu plus d'angoisse. J'ai entendu que le droit de la concurrence était arbitraire et resté. Comme ça, je pense que pour. Il y a une démarche de jugement. Je ne sais pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Je me suis entendu qu'on allait avoir plus de prise en compte des gains d'efficacité. Bah, si on nous apporte des bons dossiers. Oui. On les prend toujours en compte quand le dossier est bien payé. Et que l'industrie en Europe elle est défendue. Donc merci beaucoup à tous les trois pour continuer là et Nicolas, on vous dit.